Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017, sa nouvelle administration est passée des paroles aux actes, multipliant les efforts pour ramener entreprises et investissements aux États-Unis, mais créant au passage certaines frictions commerciales avec ses partenaires. En dépit de ces difficultés et d'un climat économique international peu favorable, le volume commercial entre la Chine et les États-Unis s'est élevé en 2017 à 580 milliards de dollars, un nouveau palier historique. Quel regard porter alors sur les relations commerciales sino-américaines en 2017 et comment vont-elles évoluer en 2018? Enfin, la Chine parviendra-t-elle à approfondir ses réformes économiques structurelles? Avant d'entamer notre débat, regardons ce reportage pour mieux comprendre les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Around the world, we face rogue regimes, terrorist groups. Autour du monde, nous faisons face à des régimes voyous, des groupes terroristes et des rivaux comme la Chine et la Russie qui menacent nos intérêts, notre économie et nos valeurs. C'est ainsi que Donald Trump s'est exprimé à propos de la Chine lors de son premier discours sur l'état de l'Union depuis son entrée à la Maison-Blanche. À propos des échanges commerciaux entre les États-Unis et les autres pays, le président a affirmé: From now on, we expect trading relationships. À partir de maintenant, nous nous attendons à ce que les relations commerciales soient équitables et réciproques. Nous allons travailler pour réparer les mauvais accords commerciaux et en négocier de nouveaux. Ils seront bons, mais ils seront justes. Et nous protégerons les travailleurs américains et la propriété intellectuelle américaine en appliquant fermement nos règles commerciales. American workers and American intellectual property. Le président américain a déjà approuvé l'imposition de tarifs protecteurs sur les importations de panneaux solaires et de machines à laver à des taux respectifs de 30 et 50% afin de soutenir les fabricants américains. En réponse au discours du président américain, le porte-parole du ministère chinois du Commerce a souhaité que la vision américaine d'un commerce équitable soit basée sur les règles internationales et non sur des normes unilatérales. Nous appelons les États-Unis à abandonner leur mentalité de guerre froide et à ne pas politiser les questions commerciales et économiques. Nous leur demandons de vraiment répondre aux demandes émises par les entreprises des deux pays et de promouvoir de manière pragmatique la coopération économique et commerciale bilatérale, de mettre l'accent sur la dynamique gagnant-gagnant et de placer les relations économiques et commerciales sino-américaines sur la bonne voie. Merci de nous retrouver sur notre plateau et aujourd'hui nous recevons M. Ding Yifan. Vous êtes économiste et spécialiste des relations sino-américaines. Vous avez même publié un livre sur l'économie américaine intitulé Le paradoxe de l'économie américaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et M. David Gosset, vous êtes le fondateur du forum Europe-Chine. Bienvenue. Bonjour madame. Et messieurs, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Trump a qualifié la Chine de rival menaçant les intérêts américains. Après le réchauffement sino-américain suite à sa visite en Chine en janvier 2017, on a l'impression que Donald Trump vient de déterrer la hache de guerre. Quel est votre avis? Est-ce qu'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis va se déclarer? Oh non, je ne crois pas que la Chine et les États-Unis vont s'engager une guerre commerciale. Et bien pourtant, depuis le début de l'année, il n'y a pas seulement l'état de l'Union, le discours sur l'état de l'Union que le président Donald Trump a prononcé au Congrès américain, mais aussi depuis la publication d'un rapport de sécurité nationale au rapport sur la défense nationale publié par les États-Unis, ont tous visé la Chine comme rival stratégique qui pourrait probablement non seulement menacer les intérêts dits de la sécurité nationale, mais aussi qui pourrait menacer, selon les deux rapports, qui pourrait menacer même le système de valeurs, disons, occidental ou américain. Et c'est ça qui commence à inquiéter les stratégistes américains. Donc le commerce est un moyen dont se serviront les stratégistes américains pour essayer de contrebalancer l'influence chinoise maintenant.
Quel est votre avis, Monsieur Je suis assez d'accord avec le professeur Ding. Et aussi tout à fait important de faire référence à ce document pour la sécurité nationale américaine qui a été publié, où à chaque fois que le nom de Chine est prononcé, c'est une approche négative et une vision de la Chine comme un rival des États-Unis. Et ça, je trouve ça très dommage. Et comme disait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, clairement ici c'est une approche où il y a la guerre froide à l'esprit, et ça c'est problématique et en effet, de mon point de vue, inquiétant. Là où j'aurais quelque chose à ajouter, alors c'est possible que le commerce soit politisé, il est certainement une approche politique, mais je suis très inquiet quant à moi sur la possibilité d'une guerre commerciale. Je pense que il faut faire très attention, et de ce point de vue-là, de toute façon, ça va être le grand sujet de cette année, les relations commerciales Chine-États-Unis, et comment les États-Unis, comment Trump va se positionner par rapport à la Chine, toute son interprétation qui, à mon avis, fausse et biaisée sur le déficit commercial, et la façon dont la Chine va réagir et quel impact cela aura sur les relations entre l'Europe et la Chine. Et comme aussi le disait le professeur, le point de départ et le problème, je dirais, de fond, c'est cette nouvelle forme d'unilatéralisme prônée par Monsieur Trump, et quel impact ça a sur le système multilatéral, que ce soit du politique avec les Nations Unies jusqu'au commerce et l'Organisation mondiale du commerce. Et d'après les chiffres les statistiques des douanes chinoises, le volume commercial entre la Chine et les États-Unis a augmenté de plus de 15% en 2017. En plus, le déficit américain envers la Chine a atteint 276 milliards de dollars américains, battant le record établi en 2015. À l'époque, c'était 261 milliards de dollars. Donc, pourquoi un déséquilibre comme ça, un grand écart comme ça? Parce que je vois dans le livre de M. Ding, vous avez décrit que quand les deux côtés ont exercé leur propre supériorité dans leurs actes commerciaux, il n'y aura pas de déficit, il n'y aura pas de déséquilibre entre les deux côtés. Donc pourquoi un tel déséquilibre entre les deux puissances? En fait, s'il y a le commerce international, selon les théories classiques, c'est parce que chaque économie a ses propres avantages comparés ou comparatifs. Si on prend le franglais, c'est ou avantage comparé ou avantage comparatif. Et dans ce cas-là, les avantages comparés et de l'économie américaine, c'est la production des produits technologiques sophistiqués, très développés, etc. La Chine étant fabricant des produits industriels ordinaires, son avantage c'est de pouvoir rabaisser le coût de la production et de faire des produits industriels compétitifs, à prix compétitif et à qualité relativement satisfaisante. Et un équilibre entre la Chine et les États-Unis serait que la Chine exporte ses produits manufacturés et les États-Unis exportent vers la Chine des produits super sophistiqués. Le problème, c'est que depuis, pas très longtemps, mais depuis longtemps, le gouvernement américain a interdit aux entreprises américaines d'exporter vers la Chine des produits considérés comme sensibles, c'est-à-dire des produits de technologie très avancée. Ce qui fait que les Américains ne peuvent pas développer leurs avantages comparés. Et ce qu'ils vendent à la Chine maintenant sont des matières premières. On n'arrive pas à expliquer l'état de lieu du commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis.
Parce que, d'après toutes les théories du commerce international, eh bien, les pays développés doivent vendre des produits manufacturés à des pays en développement. Les pays en développement vendent des produits primaires, c'est-à-dire matières premières, aux pays développés. Alors maintenant, les États-Unis nous vendent de la viande, du blé, du gaz et du pétrole. Et donc, il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que les chiffres. Parce que je constate que les chiffres publiés par la Chine et les chiffres publiés par les États-Unis sont complètement différents. Il y a même 100 milliards de dollars d'écart. Donc pourquoi ce phénomène? Oui, non, parce que dans les chiffres statistiques publiés par la Chine, eh bien c'est un peu, on exporte des produits vers le marché américain à partir de Chine. Eh bien, les Américains souvent comprennent que dans leurs statistiques, les exportations à partir de Hong Kong, à partir d'autres parties du monde, ils disent que c'est en fait de l'importation chinoise via une espèce de transit, via ce genre de choses. Donc ça fait partie des estimations statistiques qui sont quelquefois non négligeable entre des pays comme la Chine et les États-Unis. Et durant sa campagne présidentielle, Donald Trump a avancé sa doctrine American First, qui vise à protéger les entreprises américaines d'une campagne étrangère jugée déloyale. Donc le gouvernement américain a depuis préparé une proposition de loi qui prévoit que tous les services publics américains ne pourront plus acheter des produits de télécommunication comme de Zhongxin ou de Huawei. Donc, messieurs, pourriez-vous nous prévoir si la compagnie chinoise Huawei ou Zhongxin sera entièrement exclue du marché américain? Bon, c'est difficile à dire, mais il est clair que ce soit ZTE pour une raison qui était liée à l'Iran, ou Huawei avec son téléphone portable qui a eu des problèmes avec NTT et Verizon très récemment, on sent bien que la tension est en train de monter. On sent bien que, si vous voulez, l'atmosphère, la tension est en train de monter, et justement la question c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir une escalade? Est-ce qu'on va avoir une escalade? J'espère que non, mais il faut travailler, il faut expliquer, et il faut rester dans une logique de dialogue, parce que c'est ça qui me paraît très important, et ne pas politiser. Et encore une fois, je pense aussi que le terme clé d'un point de vue américain ou d'un point de vue européen, c'est ce qu'ils appellent la réciprocité. La Chine aime beaucoup utiliser le gagnant-gagnant, l'expression gagnant-gagnant, et parfois aux États-Unis ou en Europe, les gens disent « Ah oui, gagnant-gagnant », ça veut dire que la Chine est gagnante 2 fois. La Chine gagne 2 fois. Mais donc, le concept sur la table à Washington et à Bruxelles, c'est réciprocité. Donc, par rapport à ces problèmes qui sont réels, et il faut voir comment les choses évoluent, c'est peut-être comment la Chine va montrer qu'il y a de la réciprocité. Ce qui est très symbolique, vous parlez d'entreprises de haute technologie, serait par exemple de voir ce que la Chine peut faire pour ouvrir la Chine aux entreprises de haute technologie, par exemple du web, des médias sociaux en Chine, de manière dans le contexte chinois, évidemment, et évidemment tout le volet financier, où là on a aussi beaucoup de choses à négocier. Mais ce que vous dites est réel, les tarifs ont été imposés sur les panneaux solaires et les machines à laver. La façon dont on vise Huawei, et puis il y a les tarifs sur l'acier qui vont se profiler. Et là, c'est comment la Chine, et d'ailleurs aussi l'Union européenne, vont réagir. Oui, puisque vous avez parlé des mesures prises par Trump sur les panneaux solaires et les machines à laver,
le tarif sera élevé à 30% ou 50%. Oui. Donc comment le gouvernement chinois va-t-il réagir? Sur le cas de machines à laver, la Chine va porter plainte auprès de l'OMC avec la Corée du Sud, avec votre pays. En fait, la Chine n'est pas très sérieusement affectée par l'élévation de tarifs sur les machines à laver parce que la Chine exporte très peu de machines à laver. Ça touche tandis que la plus Corée sérieusement exporte la beaucoup Corée du plus Sud. que la Chine Ok. de machines à laver. Et les panneaux solaires, par contre, touchent un peu la Chine parce que la production chinoise représente quelque chose comme 60 à 70% du marché mondial, pas seulement américain, mais du marché mondial. Donc c'est beaucoup. Et malheureusement, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Donc il n'y a pas beaucoup de producteurs de panneaux solaires qui pourraient remplacer la Chine dans ce domaine-là. Mais c'est un épée à double tranchant. Parce que les industries américaines d'énergie renouvelable comptent beaucoup sur l'importation des panneaux solaires chinois pour la production d'énergie dans leur pays. Donc l'interdiction ou l'obstacle à l'exportation de Chine de ces panneaux solaires pourrait endommager les efforts de l'industrie américaine de l'énergie renouvelable. Et l'association américaine de l'énergie renouvelable a déjà protesté. Mais malheureusement, professeur, Oui. Trump a aussi une idée très particulière sur les problèmes environnementaux. Oui. Ah oui. Donc, c'est ça. dans sa politique, c'est pas vraiment un des soutiens de ces industriels, c'est plutôt C'est ça. des vieilles, Ah des oui, vieux il se secteurs prône sur que- l'énergie oui, fossile. c'est ça. Et il faut ajouter quand même sur les tarifs protecteurs, vous parlez d'armes à double tranchant, c'est absolument vrai, mais quand vous augmentez les tarifs protecteurs, les coûts finaux c'est ça. des produits sont aussi élevés, donc ça a aussi un impact sur les utilisateurs américains, les consommateurs américains. Encore une fois, l'économie c'est très compliqué, mais il ne faut certainement pas s'attacher, se concentrer, isoler un problème. Tout est lié et il faut. Ok. Si la logique, c'est en effet les intérêts des États-Unis d'abord, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Et on voit bien la logique de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, à mon avis, c'est de déconstruire, d'aller du multilatéral au bilatéral. Parce que Ou à l'unilatéral. ou à l'unilatéral. Mais dans les problèmes de commerce ou autres, le bilatéral, on sait bien que la théorie nous dit que ça avantage le plus fort. Et un système multilatéral protège mieux les intérêts de tous. Et donc, si l'Amérique d'abord, America First, il va jusqu'au bout de ça, défendre les intérêts, placer les intérêts des États-Unis systématiquement en premier, alors il va aller vers le bilatéral. Et ça, à mon avis, c'est très dangereux pour tout le monde. D'accord. Peut-être vous avez déjà bien expliqué la question que je voudrais poser après. Parce que j'ai une question pour vous, M. Gosset. En 2016, selon les statistiques, le déficit commercial des États-Unis envers l'UE a atteint 146 milliards de dollars. Donc l'UE fait aussi l'objet des critiques américaines. Donc pensez-vous que les critiques américaines sont justifiées? Heureusement pour l'Union européenne, à mon avis c'est cyclique, enfin c'est comme ça, la croissance repart. Oui. Donc la croissance repart dans l'Union européenne, ça veut dire que il y a l'économie, meilleure situation, etc. Mais ces critiques, l'Union européenne a très bien réagi, parce que alors là, très clairement, il n'y a pas de problème de réciprocité. Sur le plan théorique, l'Union européenne est absolument ouverte. Et la réaction, vous avez raison, c'est en effet ce que M. Trump a dit, en ayant, à mon avis, là aussi, il isole un problème et il fait d'un cas particulier et il généralise. Mais il a à l'esprit la protection des intérêts des producteurs de l'acier aux États-Unis. Un secteur parmi d'autres. Et donc, il préparerait
une augmentation des tarifs protecteurs sur l'acier, mais l'Union européenne a réagi immédiatement en disant que si les États-Unis devaient lever des tarifs protecteurs, l'Union européenne réagirait. Alors là, pour le coup, c'est très très clair, c'est très visible, et ça veut dire peut-être pas guerre commerciale, mais enfin quelque chose de sérieux, une situation dans laquelle il n'y aurait pas un gagnant et un perdant, mais où on serait tous perdants. Tous perdants. D'accord. OK. Avec les réformes structurelles de l'économie chinoise, mais aussi le développement des nouvelles technologies, de nombreuses entreprises chinoises ont décidé de se lancer sur le marché international. Voyons ce reportage qui va nous en apprendre un peu plus sur ce phénomène récent. En 2018, les habitants de Boston aux États-Unis utiliseront un métro entièrement construit par la Chine. La CRRC, China Railway Rolling Stock Corp, a exposé les rames du train qu'elle construit pour le métro de la ville sur la place municipale de Boston, attirant de nombreux visiteurs locaux. La CRRC est officiellement entrée sur le marché américain en octobre 2014, date à laquelle elle a obtenu la commande de 284 trains pour le métro. Les rames exposées à Boston sont les premiers prototypes construits pour cette commande, possèdent une plus grande capacité de transport ainsi que des installations aux portes facilitant l'accès aux rames des personnes handicapées. Lorsque les nouveaux trains seront mis en service, je n'aurai plus besoin d'aide. Ils seront dotés de rampes d'accès automatiques qui relieront les rames au quai. Je pourrai rentrer dans la rame moi-même. Afin de mieux pénétrer le marché américain, la CRRC a ouvert des usines à Springfield et à Chicago. Elle a par la suite signé avec 4 grandes villes américaines des contrats commerciaux pour un total de 1130 rames de métro et 45 trains de banlieue. Cela permettra en outre de créer plus de 300 postes pour les habitants locaux. Nous nous préparons actuellement à la construction d'une usine à Chicago, dans le but d'avoir une production locale. Je pense que grâce aux politiques macroéconomiques de l'État, l'internationalisation de la CRRC se fera plus rapidement et d'une meilleure manière. Actuellement, les produits de la CRRC sont déjà exportés dans plus de 102 régions et pays. Elle possède également des filiales dans 26 pays, répartis sur 6 continents de la planète. L'entreprise emploie jusqu'à 5000 étrangers. S'exporter, c'était le mot-clé des entreprises qui investissaient à l'étranger lors de la réforme économique chinoise. AR, Lenovo, Huawei, Alibaba, etc. Toutes sont des entreprises chinoises qui sont en phase de donner un nouveau sens au mot s'exporter. Pendant longtemps, la Chine a toujours été considérée comme l'atelier du monde, utilisant une main-d'œuvre bon marché et des produits à faible coût pour gagner des excédents commerciaux. Donc, messieurs, est-ce que la Chine est toujours dans la même situation? Non, la situation a évolué. La Chine reste toujours l'atelier du monde, c'est-à-dire en ce qui concerne la production industrielle, et la production industrielle chinoise est de loin la première du monde. Mais à part ça, la Chine commence à se débarrasser de cette image de simplement d'atelier de production. La Chine commence à participer un peu à la conception industrielle. La Chine participe aux phases primaires de la production industrielle, c'est-à-dire la Chine, depuis 2 ans successivement, le brevet déposé par des entreprises chinoises et donc par la Chine dans le monde était le premier, dépassant celui des États-Unis et du Japon. Donc ce qui montre que, en plus, si on regarde le volume de l'investissement dans la recherche et le développement dans les entreprises chinoises, on se rattrape rapidement avec les Américains. On a dépassé les Japonais, on a dépassé les Européens, et on est légèrement derrière les Américains. Mais au train où vont les choses, la Chine va dépasser les États-Unis en 2020 en termes absolus de l'investissement dans la recherche et le développement. Ce qui montre que finalement, on va voir arriver au marché beaucoup de produits, et non seulement fabriqués en Chine, mais conçus par des entreprises chinoises. Je suis d'accord.
Et dans ce reportage-là, tout à l'heure, on a vu qu'il y a de nombreuses entreprises chinoises qui se développent à l'étranger. Donc, M. Gosset, est-ce que vous utilisez certaines des marques chinoises dans votre vie quotidienne? Tous les jours. Tous les jours. Par jours, exemple, j'aime beaucoup Huawei. Le portable. Les téléphones portables de Huawei sont tout à fait exceptionnels. C'est d'ailleurs pourquoi Huawei réussit, parce que les gens sont toujours se disent ce sont les coûts, les coûts, les coûts. Non, la technologie de Huawei est de première classe et la Chine est déjà une puissance technologique. Quand je disais oui, j'utilise tous les jours la technologie chinoise, la seule application que j'ai sur mon portable, sur les réseaux sociaux, c'est WeChat. Que je sois aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, je communique c'est pour sur communiquer WeChat, avec, sur WeChat avec beaucoup, évidemment, d'amis chinois, mais aussi un nombre croissant d'Européens ou d'Américains. Et pour moi, ce qui est très important, si vous voulez, c'est le digital, le quantique et l'intelligence artificielle. Technologie, puissance technologique, la Chine est le premier pays à avoir envoyé un satellite de communication quantique. Ça c'est absolument stratégique. Et je vais prendre un exemple concret. Google, qui quand même est une entreprise à la pointe de la technologie et de l'innovation, eh bien, vient d'ouvrir à Pékin un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Et donc, là, on voit la compétition, mais c'est très bon la compétition Baidu, Google en Chine sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est absolument central. Toujours l'atelier du monde, mais la Chine est déjà une puissance technologique. Et ça menace personne. Il faut qu'on travaille ensemble pour apporter le développement et régler les problèmes qui sont transnationaux aujourd'hui. Mais il faut travailler ensemble. Et donc, pas voir la Chine comme un rival, mais comme un partenaire, un co-architecte de valeurs, que ce soit de valeurs économiques, mais aussi de valeurs, tout simplement, d'équilibre sociaux et politiques. D'accord. Et en plus, dans tout cela, il y a une part importante de la coopération internationale. Si Huawei réussit bien, il y a une contribution importante de la France. Parce que Huawei a ouvert 2 centres de recherche en France. Un sur la Côte d'Azur, sur le design, le design industriel. Et l'autre dans le bois de Boulogne, je crois près de Paris, sur les mathématiques appliquées. Et tout ça contribue aussi à l'amélioration des produits de Huawei. Donc D'accord. C'est très intéressant. Les entreprises chinoises sont devenues très internationalisées. Ok. Une phrase pour clôturer notre émission. Quels sont les atouts et les défis des entreprises chinoises qui veulent s'installer à l'étranger? Les créations. Les entreprises chinoises sont devenues très innovatives, très créatives. Elles offrent une autre perspective de développement au monde. Souvent, les entreprises chinoises qui s'aventurent sur le marché international, ce sont des entreprises les plus innovatives en Chine. Donc ça va apporter beaucoup. Moi, je dirais la difficulté, c'est une compréhension fine des contextes qui sont différents. Les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas le Moyen-Orient, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Amérique latine. Donc compréhension des modes, parce que la mondialisation des entreprises chinoises, on est au commencement. Donc c'est un processus. Mais d'un autre côté, ce qui me rend optimiste, et je sais que la Chine va réussir, les entreprises vont réussir, parce que c'est la flexibilité des entreprises chinoises, la plasticité, parce qu'elles sont chinoises, et un appétit de réussite et un esprit entrepreneurial et justement une conscience de l'importance de l'innovation. Donc ça va apporter beaucoup de choses à l'économie chinoise et, comme vous disiez, professeur, à l'économie mondiale, tout simplement. Ok, merci messieurs de vos éclairages. Notre émission touche à sa fin. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.